Continuons encore cette émission avec un autre confrère de l'intelligent d'Abidjan, à la personne de Hilaire Guébi, qui va saluer le président avec ses Salut. La Côte d'Ivoire, nous en parlons tout au cours de cette grande interview et nous recevons Pascal Afin-Guesson, président du Front populaire ivoirien. Cette fois, vous serez face aux questions. Vous êtes déjà en face de lui, il vous posera des questions encore. Hilaire Guébi de l'intelligent d'Abidjan, ce sont les mêmes points. Itinéraire répété, évolution du procès du président Gbagbo, présidentielle 2020, élection Emmanuel Macron et puis bien sûr la grande marche du 17 juin. Une marche à laquelle même les militants du RDR et du PDC sont invités. Du PDC sont invités. Hilaire Guébi, comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, on part avec les mutineries répétées. Ok, Président, bonsoir. Bonsoir. Concernant les mutineries, il y a le camp RDR qui accuse beaucoup Laurent Gbagbo de n'avoir pas cédé le pouvoir, raison pour laquelle les mutineries sont à la Non, je crois que ce que M. Amadou Soumaoro a dit précisément, c'est que ces mutins, ce sont ceux que eux ils ont recrutés pour chasser M. Gbagbo du pouvoir. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont eux qui ont recruté les mutins. Mais on n'est pas obligé de recourir à une opération armée lorsqu'il y a un contentieux électoral. Sinon, tous les pays seraient en guerre. Voilà. Nous avons des institutions, nous avons des lois pour organiser la vie et on peut passer par ces lois pour régler toutes sortes de contentieux. Le président Gbagbo lui-même avait proposé le recomptage des voix. Cela nous aurait permis de faire l'économie d'une guerre. Donc ce sont les dirigeants du RHDP qui délibérément ont choisi la voie de la violence, la voie de la guerre pour régler un contentieux électoral. À chaque fois que quelque chose se passe, on accuse Laurent Gbagbo. N'est-ce pas une faiblesse pour leur camp? Mais bien sûr que c'est un acte de faiblesse, c'est l'absence d'arguments pour expliquer son incapacité à gérer la situation. Mais évidemment, si effectivement ils étaient dans leur bon droit, ces personnes-là ne se seraient pas retournées contre eux. Eux-mêmes reconnaissent que ce sont leurs hommes. Ce sont des hommes qu'ils ont recrutés. Comment se fait-il que ceux-mêmes avec qui vous étiez d'accord hier pour chasser du pouvoir Laurent Gbagbo, comment ces hommes-là arrivent-ils à se retourner contre vous? Ça veut dire que vous êtes des hommes politiques pas fiables, pas sincères dans votre engagement, des hommes politiques qui ne respectent pas leurs engagements. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut noter. C'est tout ça que les Ivoiriens doivent noter, que ce sont des aventuriers, des gens qui utilisent les hommes pour mener des combats et ensuite les jettent à la rue, comme ils ont utilisé les militants du RDR pour accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont abandonnés, n'ont aucun retour par rapport à la politique qui leur a été promise. Le président Afi, j'aimerais rebondir sur cette appréciation que vous venez d'apporter. On pourrait également dire aussi que toute personne qu'on embauche a forcément des droits. Et cette personne également a le droit de se plaindre souvent des conditions de vie. Quelle remarque? Oui, mais pas pour prendre en otage ce qui appartient à tous. Il peut prendre votre bien privé, mais pas de bien public. Or, les ressources qui ont été extorquées sont les ressources publiques. Il aurait été bien d'aller peut-être braquer le domicile de M. Ouattara, de s'emparer de ses biens personnels, etc., pour se payer. Peut-être que le problème se serait posé autrement, mais qu'on utilise ces armes pour que ce soit le trésor public qui décaisse les milliards pour résoudre un problème privé, c'est cela, c'est ce qui est malsain, ce qui est inacceptable. Si vous étiez président de la République, comment est-ce que vous auriez géré cette crise? Mais d'abord, cette crise ne se serait pas produite parce qu'on n'aurait jamais recruté des mercenaires pour mener une guerre électorale. Mais l'actualité nous a également montré que ces personnes ont eu un moment également à se plaindre auprès du président Gbagbo. Ces personnes n'existaient pas au temps de M. Gbagbo. Au temps de M. Gbagbo, il y avait les FAFN, mais c'était ses adversaires. Avec le centre de commandement intégré. Oui, et ce qui devait être fait pour cela avait été fait. On devait procéder au désarmement avant les élections. Comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, des gens soient encore en herbe? C'est parce que M. Ouattara a été soutenu par ces gens qui se sont retrouvés par la suite dans l'armée. 8400 d'entre eux sont retrouvés dans l'armée.
Or, on se rend bien compte que ce n'est pas avec des combattants d'une rébellion qu'on construit une armée républicaine. C'est aussi une leçon qu'il faut tirer. C'est à savoir qu'une armée républicaine, c'est une armée républicaine. Une armée de rebelles, c'est une armée de rebelles. Oui, Président, vous venez de dire qu'il est désagréable que le Trésor public paye ses mutins. C'est ça. Malgré tout ce que vous dites, Ouattara fait ce qu'il veut. N'est-ce pas aussi la faute à l'opposition, vous qui êtes divisé? Ce n'est pas une affaire de... Vous ne parlez pas d'une même voix. Mais ce n'est pas une question de l'opposition qui parle d'une même voix, c'est une question des Ivoiriens. Les Ivoiriens la disent quoi? Parce que l'opposition affie Sangaré, c'est une chose, mais et les Ivoiriens? Est-ce que c'est nous qui subissons la situation? C'est notre argent qui est dilapidé? C'est notre argent à nous tous. Vous êtes le leader. Oui, enfin, mais le leader, là, il n'est leader que parce qu'il y a des gens derrière. Il n'est leader que parce que quand il lance des appels, des gens viennent. Moi, j'appelle... Pourquoi est-ce que ces gens ne répondent pas quand vous appelez? Mais enfin, c'est à vous aussi que j'aurais pu vous poser la question. Vous êtes un Ivoirien comme les autres. Voilà. Moi, je continue d'appeler. Et c'est ça mon travail. J'ai l'obligation, le devoir d'appeler. Et vous appelez pour le 17 juin. Et j'appelle pour le 17 juin. Et j'espère que les Ivoiriens vont se lever. S'ils ne se lèvent pas, il ne faut pas qu'ils viennent après m'accuser pour dire, mais pourquoi tu ne parles pas avec Sangaré? Même si je ne parle pas avec Sangaré, je vous dis, venez, on va marcher. Oui, non, comme tu ne parles pas avec Sangaré, on ne vient pas. Bon, mais d'accord. M. Sangaré est-il invité également à cette marche du 17 juin? Tout le monde est invité. Le monde. La marche n'est pas une marche du FPI, c'est une marche de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui aujourd'hui souffrent de la situation, qui refusent la résignation et qui veulent le changement. Voilà, donc... et je voudrais le dire parce que votre question est très importante, puisque nous les Africains, et c'est ça notre problème fondamental, de rester dans les questions de personnes, au lieu de regarder les combats politiques, au lieu de regarder les idées, les valeurs que l'on veut promouvoir. Quand on reste dans les questions de personnes, on ne s'en sort jamais. Très bien. X a fait ceci, Y n'a pas fait cela, à cause de X, à cause de Y, moi je ne veux pas ça. Mais en France, ce n'est pas ce qui se passe. Hein. En Europe, de façon générale, dans les démocraties, les gens regardent. Bon, moi, je suis d'accord avec ce que Mélenchon fait. Je suis avec lui. Je suis d'accord avec Macron. Je suis avec lui. Je ne sais même pas savoir si Hamon s'entend avec Mélenchon avant de choisir Mélenchon. Ou bien je ne sais même pas savoir si Macron est avec Hollande. Oui. Voilà comment on peut organiser la vie politique. Voilà. Sinon, c'est débat qui consiste à dire il faut que d'abord tu t'entendes avec ton oncle, ta tante, ton grand-père avant qu'on ne vienne pas. Avec ça, on ne construit pas un pays. Très bien. Hilaire Guébi, votre appréciation, vos questions sur l'évolution du procès? Permettez qu'on revienne un peu sur les mutineries. D'accord. Voilà, pour ces mutineries, il y a des armes qui ont été retrouvées chez le protocole du président de l'Assemblée nationale, chez un civil qui ont découvert des armes de guerre. Qu'est-ce que ça fait dans un pays? Mais c'est tout ça qui montre que le pays est dans l'anarchie. Et que le pays est assis sur une bombe. Une bombe parce que ce n'est qu'un aspect des armes qui sont disséminées à travers le pays. Et je crois que c'est pour cela qu'il faut que les opérations permettent d'identifier manifestement toutes les caches d'armes et qu'on puisse y mettre fin avant 2020. Voilà. Sinon, il y a des gens qui vont tranquillement pendant que d'autres... Avant 2020, vous pensez qu'il parce qu'on risque de rééditer ce qui s'est passé en 2010, en 2020. À savoir qu'un candidat utilise une armée privée pour fausser le résultat des élections. Et lequel de ces candidats pensez-vous qui puisse... Celui qui aura des armes à sa possession, celui qui aura réussi à mobiliser tous ses combattants et à mettre à leur disposition les armes qui circulent, c'est celui-là qui va... Oh, la possibilité existe. Puisque les armes existent, les combattants existent. Donc, ils peuvent être rassemblés, organisés par un candidat ou par des candidats pour servir leur cause. Président, il a aussi dit que si c'était un pro-Babo, il serait déjà d'abord à la Maca avant que les enfants... Évidemment. Évidemment. Vous avez la même opinion? C'est sûr, hein? C'est sûr, mais les pro-Babo n'ont même pas besoin d'aller jusque-là. Pour qu'ils se retrouvent à la Maca. Vous avez vu Sam l'Africain, il est aujourd'hui à la Maca pour un simple propos, des choses même qui ne sont pas vérifiées. Mais il est à la Maca, il n'a même pas besoin d'avoir une arme chez lui. Donc, c'est dire que, et c'est tout cela, les situations inacceptables auxquelles il faut mettre fin avant 2020. Très bien. En tout cas, dans le meilleur délai possible. Très bien. On continue avec le procès
l'évolution du procès, des questions? Ok, Monsieur le Président, avec l'évolution du procès, les quelques témoins qui ont passé à la barre, est-ce qu'on peut dire que le dossier est solide? Non, ça fait longtemps que tout le monde répète que le dossier n'est pas solide. Dès le début, d'ailleurs, même les juges de la CPI n'étaient pas unanimes pour considérer qu'il y avait suffisamment de charges pour poursuivre le président Gbagbo. Et chaque jour qui passe vient démontrer la vacuité du dossier. Donc, ce que nous attendons, c'est que le tribunal en tire les conséquences et libère purement et simplement le président Gbagbo. Concernant la libération provisoire du président Laurent Gbagbo, la CPI lui a dit que ses partisans font trop de bruit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai qu'à plusieurs occasions, la procureure, Mme Bensouda, dans ses plaidoiries, a eu à évoquer ces aspects. Et c'est un des aspects des débats que nous avons à notre sein ici. Mais je crois qu'au sein du parti... Donc vous ne pensez pas que le parti doit être calme pour qu'on libère le président, on lui donne une liberté provisoire? Oh, je pense qu'à un certain moment, oui. Parce que le procès, il y a plusieurs phases. Oui. Il y a une phase où, effectivement, si le FPI et tous les partisans du président Gbagbo avaient eu la même démarche, la même attitude vis-à-vis de ce qui se déroulait à la CPI, certainement que ça aurait eu un impact positif sur la question, sur les différentes demandes de mise en liberté provisoire. Malheureusement, chaque fois, l'accusation s'est appuyée sur un certain nombre d'actions, de réactions du camp du M. Gbagbo pour refuser la liberté provisoire jusqu'à ce que le procès s'ouvre et que nous soyons maintenant dans la phase des... Ces actions viennent de qui? Viennent de vous? Mais de tout le monde, des militants du FPI, ici, de certains pro-Gbagbo, ici au Ghana, en France, un peu partout. Il n'y a pas eu, on n'a malheureusement pas eu une convergence de vues, une unité d'action, une cohérence dans la démarche, une stratégie commune pour pouvoir politiquement appuyer, parce que c'est surtout cette dimension politique, politiquement soutenir, je dirais, la défense à la haie. Bon, il y a eu beaucoup de cacophonie. Pensez-vous que cette cacophonie, cette division qui règne au sein du Front populaire ivoirien serait à la base non, ça joue. Cette non-liberté provisoire? Je ne dis pas que c'est ça qui est à la base, mais ça a un impact. Ça a un impact. Okay. Ça a un impact. Très bien. Qu'est-ce que le président conseille? Au stade actuel, il faut qu'il y ait une unité. Il faut que tous les pro-Gbagbo se rassemblent, qu'ils parlent d'une même voix, qu'ils montrent un visage uni. C'est plus crédible, plus sérieux et ça a plus de chances d'impacter le déroulement du procès, comme ici aussi d'impacter le comportement de nos adversaires ici. Parce qu'aujourd'hui, pour la libération du président Gbagbo, il faut savoir aussi que le pouvoir en place ici en Côte d'Ivoire a un rôle. S'il continue d'alimenter le dossier, d'agir pour que le président Gbagbo ne soit pas libéré, pour essayer d'apporter des preuves, même si elles sont fallacieuses, c'est toujours un handicap. C'est toujours un élément négatif. Alors que s'il y a un consensus national autour de la question, c'est plus facile au nom de la réconciliation. Est-ce que le camp Gbagbo doit arrêter les actions d'éclat? Mais moi, je ne vois même pas les actions d'éclat qui ont pu être menées jusqu'à présent. C'est ça. S'il y avait possibilité de faire des actions d'éclat, bon, on aurait pu le faire. Mais quelles sont les actions d'éclat? Ok, on va continuer avec l'avis de l'intelligence d'Abidjan sur l'élection du tout nouveau président de la France, Emmanuel Macron. Question de Hilaire Déby. Monsieur le Président, vous avez suivi les campagnes présidentielles en France. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du programme politique africain de M. Macron? Oh, de toute façon, les programmes politiques, la politique africaine des candidats français en particulier ne peuvent pas véritablement opérer de révolution. Voilà. C'est l'État français dans la recherche de ses intérêts
économique, géostratégique, et puis l'Afrique de l'autre côté. Donc, nous, on ne rêve pas. On ne rêve pas. Si le chef de l'État accepte de ne pas jouer le jeu de la France-Afrique tel qu'on l'a connu avec ses barbouzes, nous pensons que déjà, c'est déjà suffisant pour permettre d'établir des relations de coopération acceptables pour les différentes parties. Et donc, on attend de voir comment le président Macron va orienter la politique en direction de l'Afrique. Mais bon, il faut savoir que c'est d'abord sur nous-mêmes que nous devons compter. Il faut compter sur soi-même. La coopération viendra en appoint. Il faut compter sur la performance de ces entreprises parce que nous sommes dans la mondialisation et dans ce contexte-là, personne ne fait de cadeau à personne. Très bien. Alors si aujourd'hui le président Emmanuel Macron vous recevait en tant que président du Fonds populaire ivoirien, quel serait le sommaire de cette rencontre? Mais d'abord, c'est de lui dire, étant donné que les Français ont de nombreux intérêts en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent que la paix en Côte d'Ivoire doit faire partie aussi de leurs préoccupations. La paix, la stabilité du pays, parce que sans cela, ce sont les intérêts de tout le monde qui sont menacés. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une situation chaotique. Il faut aider la Côte d'Ivoire à se relever. Elle doit faire partie de leurs préoccupations. Et donc, dans le cadre de la coopération, comment exercer les pressions nécessaires pour amener les dirigeants ivoiriens à recourir au dialogue, à ouvrir le jeu politique, à encourager tout ce qui contribue à la réconciliation nationale, de manière à ce que le pays soit stabilisé. Quoique ce serait ça une des demandes. Une des demandes. Et la deuxième demande? Oh bon, il y a d'autres demandes dans d'autres domaines. Il y a forcément beaucoup d'autres choses à faire. Vous parlerez de la libération du président. Bien sûr, mais vous savez, ça, ce sont des questions qui se règlent, je dirais, à un autre niveau. À un autre niveau et qu'on n'expose pas forcément. Quand vous faites le compte rendu de vos audiences, vous n'allez pas forcément exposer ça. Mais vous allez insister là-dessus parce que ce sont des questions qui sont trop sensibles pour qu'on puisse dire, voilà, j'ai demandé à M. Macron de faire ceci, de faire cela. Vous posez le problème et puis vous le traitez vraiment dans les voies diplomatiques. 2020. L'an 2020, c'est dans 3 ans. 3 ans. L'intelligent d'Abidjan, Ider Guébi. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que si vos camarades vous font confiance, vous serez candidat. C'est ça. Vous partez, vous serez candidat avec un FPI émietté. Non, pas un suicide. Pas émietté, parce que je crois que vous exagérez ce qui se passe dans le parti. Il y a des... Nous voyons, nous n'exagérons pas, nous voyons ce qui se passe. Non. Parce que quand vous dites émietté, là, c'est quoi? Parce que émietté ou cassé, c'est même pas la même chose. Entre cassé et émietté. Voilà. Et le FPI n'est même pas cassé. Voilà. Il y a des dissidents. Mais aujourd'hui, il y a les militants, il n'y a pas un seul militant du FPI qui a quitté le parti. Voilà. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Pardon? Ils ont les cartes de membre. Bien sûr, oui. Même s'ils n'ont pas de carte, ils se disent militants, c'est déjà important. Si psychologiquement ils se disent militants, c'est déjà important. Et ils sont prêts à aller voter le militant. Donc nous travaillons pour que ceux-là, le moment venu, viennent voter pour le candidat du FPI. Voilà, c'est tout ce que nous avons à faire. C'est-à-dire le fait que des cadres du parti ne soient pas d'accord avec le président ou telle personne, c'est un fait. Mais le fait d'aller à une élection, c'est un autre fait. Parce qu'une élection, c'est tous les Ivoiriens qu'on appelle. Voilà. Et c'est un candidat. Il y a des candidats même qui n'ont même pas de parti. Voilà. Qui n'ont même pas de parti, puis ils sont candidats. Voilà. Vous n'allez pas dire que ceux-là, ils sont privilégiés par rapport à celui qui a un parti, même si à l'intérieur, il y a des contestations. Non. Okay. Donc, il ne faut pas se laisser, je dirais, traumatiser par cette question de
dissidence à l'intérieur du FPI. Moi, je considère que c'est une question importante, mais pas qu'il ne faut pas exagérer. Voilà. Parce que le temps 2020, là, c'est des individus qui vont s'affronter aux élections présidentielles. Des individus. Vous irez confiant. Mais bien sûr, si les camarades me font confiance, moi je me fais confiance. Les camarades, donc, ce sont les militants. Les militants. Non, les camarades, c'est les militants de congrès, puisque c'est un congrès qui décide du choix. Le congrès, vous comptez le faire quand? Oh, bon, mais ça dépendra. C'est 2020, on peut faire le congrès peut-être fin 2018, début 2019. Enfin, début 2019. Pour désigner, ça peut être une convention. Donc, pour désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Une autre question? Non. Vous n'avez plus? Oui. La marche du 17 juin. Oui. Vous avez dit que le Rassemblement des Républicains est invité. Oui, tous les Ivoiriens sont invités. Ce n'est pas une marche partisane, c'est une marche citoyenne. C'est une marche citoyenne. C'est une marche citoyenne pour tous ceux qui ont une revendication à émettre. Qu'ils soient les planteurs de café cacao, circuiteurs d'agrobusiness, élèves, étudiants, transporteurs, commerçantes, ménagères, tous ceux qui souffrent de la situation actuelle, parents de détenus politiques, parents d'exilés, toutes ces situations inacceptables, c'est contre cela que nous marchons. Parce que nous devons le dire tout haut devant la face que nous ne sommes pas contents. Donc le 17 juin, le rassemblement au carrefour de la gare de Bassam à Trècheville, et la dès 8 heures, en tout cas, ceux qui peuvent même être là à 7 heures, c'est tant mieux. Mais nous marchons avec comme destination la place des Martyrs à Diamé, 220 logements. Prendrez-vous votre téléphone, vous allez le dire aux téléspectateurs, M. Pascal Affi-N'Guesson aura-t-il le courage de prendre son téléphone et d'appeler, de composer le numéro de M. Sangaré pour l'inviter à cette marche? D'abord, il ne décrochera pas. D'accord. On a déjà essayé plusieurs fois. Bon. Mais évidemment, il est invité. Comme j'ai déjà écrit à EDS. J'ai déjà écrit à EDS pour dire qu'ils sont invités. Voilà. On a écrit à différents partis politiques. Donc, sans exclusive. Donc, déjà, c'est dire que M. Sangaré est invité à travers EDS. Puisque nous savons qu'il était présent à la création de cette organisation. Pascal Affi-N'Guesson, une dernière question de Hilaire Déby. Oui, Monsieur le Président, il a aussi souvent dit que cette marche, c'est pour une réplique, le camp Sangaré qui a fait une grande tournée à l'ouest et que vous êtes opposé à la fête de la liberté à Kouré. Malheureusement, la fête a eu lieu. Que Odette Lohougne aurait même dit que ce n'est pas un simple petit député Affi qui pourra interdire cette fête. Et effectivement, cette fête a eu lieu. Ce n'est pas une réplique. Bon, d'abord, si cette fête a lieu, c'est parce qu'elle a bénéficié du soutien du pouvoir. Ça veut dire que les frondeurs aujourd'hui marchent avec le soutien du pouvoir politique. Ils marchent avec le pouvoir politique. Ça, c'est déjà une première chose. Et je crois que c'est parce qu'il y a ce soutien que Mme Marie-Odette peut être tenue ce propos que vous évoquez. Bon, mais de toute façon, moi, je pense que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous savons qui est qui. Et nous savons quel est le parcours des uns et des autres. On sait qui est petit, qui n'est pas petit. Qui a un poids. Qui a un poids. Voilà. Et pour le président Affi-N'Guesson, c'est un poids. Et je sais que les électeurs de Bongouanou qui m'ont élu ne sont pas quantité négligeable en Côte d'Ivoire. Ce sont des Ivoiriens responsables et qui ont fait le choix de me choisir pour les représenter à l'Assemblée nationale. Ceci dit, notre marche, nous ne sommes pas dans des combats de personnes. Je vous ai indiqué toutes les raisons pour lesquelles nous devons marcher. Je vous ai indiqué l'objectif politique qui est mené. C'est que les Ivoiriens se réapproprient la conduite des affaires de leur pays. Qu'ils ne restent pas observateurs pendant que leur pays est en train de basculer dans le chaos. Qu'ils s'impliquent, qu'ils montrent qu'ils sont là et qu'on doit les écouter
qu'on doit prendre en compte leur avis. Voilà les motivations de la marche. Monsieur le Président, vous appelez les Ivoiriens à s'impliquer davantage. Nous rappelons bien contre la marche que vous avez voulu contre Le référendum. le référendum. On a vu à la veille, vous avez annulé. Et ça a beaucoup refroidi les Ivoiriens. Quel que soit ce qui va se passer, est-ce que cette marche va avoir lieu? Oui, la marche aura lieu. Il n'y a Est-ce qu'il aucune y a raison. un accord du ministère, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité? On a informé. Vous savez, une marche elle est soumise à la procédure de l'information. Donc nous avons déjà écrit au préfet de région, au préfet de police. Ce sont en général les deux personnalités qui sont concernées par les marches. Donc nous avons écrit et donc nous allons, nos cadres, nos responsables vont prendre contact avec eux pour qu'ils se mettent d'accord sur le parcours, sur la sécurité, etc., etc. Donc, je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres que la marche aura bel et bien lieu. Il n'y a pas de raison qu'ils en doutent. Et si le ministère de l'Intérieur interdit cette marche? Il n'y a pas de raison que le ministère l'interdise. Il ne peut pas l'interdire. Et s'il interdisait? Il ne l'interdira pas. Ça, c'est une autre. Il faut l'aider. Son interdiction sera nulle. Elle sera nulle. Ouais. Pourriez-vous dire aux téléspectateurs que vous marcherez malgré l'interdiction? Mais il n'y a pas eu d'interdiction, donc il ne faut pas spéculer. Il n'y a pas d'interdiction, mais la marche aura lieu. Et nous n'avons aucune raison de renoncer à la marche. Très bien. Voilà. J'espère que c'est bon. Bon, une toute dernière question. question. Voilà. Monsieur le Président, vous dites que la marche va partir de la gare de Bassam, converger vers la place. On sait bien qu'à Abidjan Nord, il y a beaucoup de... Pourquoi ne pas avoir un point focal quelque part là-bas, que ces partisans marchent d'un point vers la... Pourquoi donc choisi un lieu de rassemblement. Oui, non, on n'a pas voulu éparpiller les marcheurs sur Abidjan. On a voulu les concentrer et puis qu'on fasse. C'est plus facile à gérer, c'est plus facile à encadrer. Et donc, alors que si vous avez plusieurs points de départ, c'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs équipes pour veiller à cela, et même avec l'administration, il n'est pas évident qu'on puisse... donc, pour cette première marche, puisque le pays, depuis plusieurs années, a perdu, je dirais, cette culture de la marche, et cette habitude, ces réflexes de la marche, nous avons préféré faire un circuit simple. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un processus de réapprentissage de certaines habitudes, de réapprentissage de certaines formes d'action. Vous avez dit, lorsque vous étiez à la fin de la chose thématique, que c'était un test de vaincre la peur. Est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui ont vaincu la peur? Mais on le verra le 17. On verra le 17 s'ils ont vaincu la peur et s'ils sont capables maintenant de venir dans la rue. Et si le 17, ils ne sont pas, c'est qu'ils n'ont pas encore vaincu la peur. Oui, c'est que dans une certaine mesure, ils n'ont pas encore vaincu la peur et qu'il faut continuer à les... Peut-être que ce qui se passe leur plaît. Peut-être. Ça m'étonnerait quand on écoute les gens à gauche et à droite. Je sais que je n'ai pas beaucoup de sons de gens qui se disent satisfaits de ce qui se passe. Donc, si les gens ne viennent pas, ce ne serait pas parce qu'ils sont satisfaits de la situation, mais certainement parce qu'ils sont bloqués par d'autres considérations, notamment par la question de la peur. Mais je voudrais les rassurer qu'il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a un temps pour ça. Je crois qu'il y a un temps aussi pour se lever. Il y a un temps pour penser ses blessures, réfléchir, comment se reconstruire, mais il y a un temps aussi pour se réengager dans la lutte. Et nous sommes condamnés à nous engager dans la lutte, sinon l'avenir sera plus sombre que même le présent. Il débute sa carrière en 1986. Il est ingénieur des télécommunications. Il occupe plusieurs postes de responsabilité dans l'administration publique ivoirienne. Il est aujourd'hui président du Front populaire ivoirien, député de Bonganou. C'est ça, c'est ça. La grande interview s'est penchée aujourd'hui sur ce personnage, Afi Pascal Afi. Afi Pascal, c'est la même personne. Pascal Afi Nguessan, président du Front populaire ivoirien. Il vous lance un appel. Tous, rendez-vous du côté de la gare de Bassam, Abidjan, République de Côte d'Ivoire, pour la grande marche du 17 juin. Une marche dédiée et destinée à tous les corps sociaux. Merci de nous avoir suivis pour cette grande interview. À un prochain invité qui nous également nous fera découvrir
sa vie politique et parlera également de cette marche du 17 juin. Nous étions en compagnie de Thor Etier de l'INTR et de Hilaire Guébi de l'intelligence d'Abidjan. Merci de nous avoir suivis.